Bonjour, je m'appelle Cécile Bertin-Elisabeth. Je viens d'arriver à l'université de Limoges après avoir passé de longues années à l'université des Antilles et je suis professeure des universités en espagnol. Alors, les titres de thèse sont souvent longs, hein. Donc le mien, c'était l'image de l'homme noir dans l'Espagne et dans les vice-royautés d'Amérique du 15e au 18e siècle avec un sous-titre. Mon directeur y avait tenu beaucoup, iconographie et références littéraires. Vous l'avez soutenu en quelle année alors? À l'université de Paris 4, donc à la Sorbonne, en 1997, en décembre, le mois est important, en décembre 1997. Mon directeur était feu le professeur Claude Esteban, un grand humaniste, je dirais, un homme pour qui j'avais beaucoup d'admiration, qui était un de mes enseignants au fameux Institut hispanique à Paris 4, et avec qui j'avais eu la joie déjà de faire mon DEA, et avec qui j'avais continué pour ma thèse de doctorat. Alors du coup, je vais faire une petite parenthèse et puisque vous avez évoqué votre DEA, sur quoi portait-il ce DEA? Mais mon DEA était dans la continuité, ou c'est plutôt ma thèse qui a été dans la continuité. J'avais fait mon DEA sur justement les représentations de l'homme noir, mais seulement en Espagne. Et j'ai pu ainsi continuer dans ma thèse à développer la partie sur l'Espagne et à l'agrandir. Et j'ai toujours voulu faire ça, et je dirais qu'à l'heure actuelle, en tant que chercheuse, je fais la même chose en croisant les deux espaces, l'espace européen et l'espace américain. À l'époque, c'était pas très dans le vent. J'ai dû convaincre, mais bon, j'ai été suivie et je remercie encore le professeur Claude Esteban. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par, je vois bien ce qu'il y a derrière, hein, mais c'est parce que je veux vous le faire formaliser avec votre façon de le penser, éventuellement de le théoriser. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça n'était pas tellement dans le vent? Disons que j'avais eu la chance d'être formée dans une université de grande qualité, mais très traditionnelle ou traditionnaliste. Et je n'étais pas encore tout à fait consciente du développement des grands mouvements comme le postcolonial, et puis ensuite viendra le décolonial. Mais j'étais, je dirais, en phase avec ces pensées et cette importance de la mise en exergue des rapports entre dominants, dominés, et de l'importance justement de l'image, des représentations plus exactement, comme véhicule de ces différents regards. Et, et, donc, je me suis trouvée à vouloir travailler sur deux espaces. On m'a dit que c'était beaucoup. Je me suis trouvée également à travailler à la croisée entre différentes disciplines, puisque ma thèse a porté à la fois sur l'art et la littérature. Et là, mon directeur m'a bien indiqué qu'il fallait faire très, très, très attention avec les spécialistes d'art plastique. Il a fallu d'ailleurs que j'aille les voir chez eux pour discuter, pour savoir s'ils me laissaient faire ma thèse seule avec le professeur Esteban ou s'ils voulaient absolument qu'il y ait une codirection. Et finalement, j'ai fait ma thèse simplement avec le professeur Claude Esteban. Alors, si vous en avez le souvenir, quelles étaient les lectures de la jeune étudiante que vous étiez en maîtrise et en DEA qui ont, si ce n'est ouvert votre esprit à ce sujet, en tout cas lui ont donné un soubassement et l'envie d'aller vers ce type de recherche? Alors, j'ai la réponse, j'ai en tout cas une réponse. Comme beaucoup, j'ai été d'abord en classe prépa, et quand je suis retournée en troisième année de licence à l'université, j'ai beaucoup aimé la littérature du siècle d'or, vraiment beaucoup. Et j'avais un enseignant qui nous avait fait travailler évidemment sur de grands noms comme Cervantes ou comme Lope de Vega et bien d'autres. Et j'ai été interpellée par le fait qu'il y avait des Noirs qui se retrouvaient dans ces ouvrages. Je pense très particulièrement à la nouvelle exemplaire de Cervantes, le Celoso Extremeño. Je pense également après, en cherchant, j'ai trouvé tout de suite d'autres œuvres des œuvres de Lope de Vega, et je me dis, mais comment est-il possible qu'il y ait tous ces noirs dans le théâtre ou dans la prose de l'Espagne. euh,
Et venant de Martinique, j'ai oublié de le préciser peut-être, hein, étant martiniquaise, ça m'intéressait énormément. Et je me suis dit, alors là, oui, je veux travailler sur ça. Et j'ai d'abord fait une maîtrise qui a porté sur la littérature du siècle d'or. Et ensuite, pour mon DEH, je suis allée vers l'art et chaque fois, mon lien, hein, mon axe, c'était la représentation de l'homme noir. Et j'ai continué ainsi. Ça a été les lectures, je dirais, du siècle d'or. Et pour ce qui est du cheminement de ma pensée, il y a un ouvrage qui m'a beaucoup marqué et que j'aime toujours beaucoup relire. C'est l'ouvrage La vision des vaincus de Nathan Wachtel et qui a pour moi été un déclencheur, hein, sur mon regard sur la recherche. Et cette importance, j'appellerais ça du décentrement. Alors, pour ce qui est de votre parcours, donc j'ai bien entendu, il y a eu les classes préparatoires, puis licence, maîtrise DEA à la Sorbonne. Mais est-ce que vous avez eu des petits à côté, un double cursus ou une année de pause pour aller barouder au fin fond du Mexique, ou est-ce que vous êtes banalement classique comme moi, par exemple, c'est-à-dire rien à signaler en dehors de Il la... faut pas dire, vous savez qu'il y a toujours quelque chose à signaler, mais on le voit peut-être pas directement parce que ce qui est simple pour nous l'est peut-être moins pour les autres. Ce que je peux dire, c'est que pour ma part, je rêvais d'aller en Espagne. Je faisais des études d'espagnol, mais je venais donc de la Caraïbe. Alors je connaissais le monde hispanique, caribéen un petit peu, mais je ne connaissais pas du tout l'Espagne. Je sais que ça peut faire sourire, hein. Donc, je ne connaissais pas du tout la neige quand je suis arrivée dans l'Hexagone, hein. J'étais vraiment un produit qui découvrait une autre forme d'exotisme. Et donc, je voulais absolument aller en Espagne et j'ai fait une demande pour être lectrice. Rien d'extraordinaire, vous me direz, mais pour moi, c'était important. Donc, j'ai fait une demande pour être lectrice et j'ai eu la chance d'être retenue. Et je suis partie tardivement pour une lectrice, car je suis partie alors que j'étais en DEA. Je me suis inscrite en DEA et je suis partie. Donc, je n'ai pas suivi les ateliers, vous savez, de cours. J'ai fait tout ça. Il n'y avait pas la distance, il n'y avait pas Internet, mais j'ai pas eu tous ces cours-là. J'étais en contact, c'était déjà le professeur Esteban, je suis en contact avec lui, bon, par courrier, hein, épistolairement, la façon la plus simple possible. Et j'ai travaillé donc toute seule en étant en Espagne. Et pour moi, c'était vraiment super de me retrouver là-bas. Donc, j'avais demandé à me retrouver dans l'Espagne, si je peux dire, pure et dure. Je voulais absolument être en Castille et on m'a donné de la vraie Castille puisque j'étais à Valladolid, plus exactement Valladolid, comme ils disent là-bas. Mais j'ai profité de ce séjour pour sillonner l'Espagne. Je prenais le bus presque tous les week-ends pour sillonner l'Espagne et visiter tous les petits musées que je pouvais trouver à la recherche d'hommes et femmes noirs. D'accord, donc c'est ce périple quand même qui est important pour votre connaissance de l'hispanité, pour votre hispanisation, si je puis dire. Ah oui, ça a été vraiment très important. Et je dirais que mon hispanisation a été jusqu'à aller, alors peut-être que ça va vous faire rire, hein, aller jusqu'à Ceuta. Et lorsque je voulais mettre le pied, j'ai envie de dire, sur l'Afrique, j'avais ce besoin. Et je me dis, mais je suis là, je suis à côté, il suffit de traverser le détroit et je vais y arriver. Et j'avais vu un prix imbattable, vous savez, quand on est étudiant, voilà ce qu'on recherche. Enfin, je ne sais plus s'il n'y avait pas 10 heures de bus ou quelque chose comme ça. Un trajet pour aller en 2 jours à Ceuta, ce que j'ai fait. Et quand j'ai annoncé à mon entourage espagnol de Valladolid, certains disent Valladolid, que j'allais aller à Ceuta, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire sur cette terre des morts? Et ça a été vraiment aussi je veux dire, un autre choc culturel et cette prise de conscience que l'histoire se digère à petite dose. Et donc alors, pour ce qui est revenons maintenant au cadrage de la thèse. Donc on a bien compris l'idée d'être sur deux espaces, ce qui ne doit pas être enfin, ce qui doit pas être simple. Et alors pour l'époque, là j'ai compris aussi, c'est le passage par le siècle d'or. Mais à la convergence de tout ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu démontrer dans votre thèse? Donc la perspective, le cadre, tout ça j'ai bien compris. Maintenant, en fait, quelle est la thèse de votre thèse? Alors avant, je reviendrai sur la date, si vous voulez bien. Oui. Parce qu'au départ, j'avais pensé à une date beaucoup plus classique, plus siècle d'or, 16e, 17e. Et je me suis retrouvée finalement à commencer au 15e et à aller jusqu'au tout début du 18e pour englober, j'avais besoin d'aller, je voulais du 18e, je voulais
J'en avais besoin pour certaines démonstrations, justement pour montrer une évolution, car mon but était de montrer les changements qui avaient pu intervenir. Et j'avais besoin absolument de ce 15e siècle parce qu'un des personnages noirs phares, vous vous en doutez sans doute, c'est le roi mage dans les représentations iconographiques. Beaucoup moins dans la littérature, mais dans les représentations iconographiques, une grande partie de mon travail a porté sur, je ne vais pas dire ce personnage, mais ces personnages, parce que non, il n'y a pas un seul noir, mais il y a même son serviteur noir qui l'accompagne. Et en fait, il y a une transformation parce qu'au départ, les rois mages n'ont pas de couleur. En tout cas, ils sont tous représentés sans couleur, c'est-à-dire blanc. Et cette évolution et ce changement de pigmentation et de phénotype, il faut en Espagne passer par le 15e siècle. Ça fait un petit peu plus tôt auparavant chez les Flamands, justement, les Flamands l'apportent aussi en Espagne. Et donc j'avais besoin de ce 15e siècle. C'est comme ça que j'ai eu cette évolution pour ce qui est de la période à traiter. Pour ce qui est de mon souhait de démonstration, il s'agissait donc de travailler sur les représentations et de pouvoir comparer la représentation iconographique et la représentation littéraire pour voir déjà si c'était les mêmes éléments, souvent, bon, je vous dirais les mêmes stéréotypes, hein, qui revenaient par rapport aux représentations de l'homme et de la femme noire, faire des typologies, quels étaient les types de personnages qui revenaient le plus. Donc ça, c'était sur le travail, je dirais, plutôt descriptif, hein, de mise pour faire ressortir et faire apparaître en quantifiant, en montrant également la quantité de ces personnages, puisque savoir qu'il y a eu 10% quand même de présence d'hommes noirs et de femmes noires à Séville au XVIe siècle, on se pose une question, ils se demandent, ils sont passés où? Ils sont où après? Où sont-ils? Mais on les trouve, ils sont là puisqu'ils sont dans les textes littéraires, ils sont dans les différents tableaux. Maintenant, reste à savoir en quoi ces représentations ont pu avoir un impact sur la représentation concrète, je dirais, au quotidien de ces hommes et sur l'idée qu'on se faisait de l'Afrique, d'une Afrique ou des Afriques, et comment tout ceci a pu changer ensuite avec l'Amérique et cette hiérarchisation pigmentocratique en Amérique, car là, les représentations iconographiques ne sont pas tout à fait, même pas du tout faites dans le même, je dirais, avec le même sens et avec la même portée. Voici déjà une première réponse. Alors justement, j'ai une petite curiosité. On imagine bien les clichés, les stéréotypes, à la fois dans les représentations, le type de discours qu'on peut loger derrière. Et est-ce que vous avez des curiosités, c'est-à-dire des représentations ou des textes qui évoquent ces questions ou les corps ou je ne sais pas, le travail ou d'une manière un peu différente? Alors, je dirais qu'on retrouve tous les stéréotypes par rapport à l'étranger, hein. Vous savez, l'étranger, il est laid, il pue, Oui. il est sale, il apporte des maladies. Donc, vous retrouvez une partie de ces stéréotypes dans les textes, mais de façon aussi étonnante. Je dirais qu'il est à la fois sombre et solaire, le noir. Vous avez ces images extrêmement négatives, mais vous avez aussi des images extrêmement positives de saints noirs. Vous avez le fameux Saint Maurice, mais il n'y a pas que ça, hein. Chez Lope de Vega, vous avez le Santo Negro Rosambuco de la ciudad de Palermo. Vous retrouvez beaucoup de jeux, si vous voulez, entre le diable noir et l'idée qu'on peut atteindre également la sainteté. Rappelez-vous les très belles représentations du paradis de Jérôme Bosch avec cette femme noire splendide qui trône, j'ai envie, au milieu de tous ces fruits magnifiques. Donc c'est en fait une image très très ambivalente qui permet différents jeux intéressants, avec un jeu évidemment, une dimension sur le travail noir-blanc du point de vue moral, si on veut, mais pas seulement. Cette découverte de l'altérité et cette façon progressive dans l'Espagne, en tout cas péninsulaire, d'adapter plus facilement cette altérité qui au départ faisait très peur parce qu'elle était liée au monde musulman, hein, c'était le noir mort, M-A-U-R-E, mais ce n'est pas que le noir bourreau, le noir esclave, le noir mort. Petit à petit, on voit vraiment combien ce noir fait partie de la vie quotidienne des Espagnols, jusqu'à pouvoir être une petite compagne, comme pour la duchesse d'Albe, représentée par Goya. Vous connaissez peut-être le tableau de Murillo, où on voit un jeune noir
qui est avec d'autres jeunes dans la rue comme lui, parce que j'ai travaillé et ça m'a amené ensuite à travailler et à continuer à travailler sur la marginalité. Donc certes, le noir est un personnage de la marge, mais quelque part il est extrêmement présent, avec des figures magnifiques, comme ce fameux, j'ai envie de dire peintre, oui, c'est un peintre, qui travaillait avec Velázquez et qui a été représenté par Velázquez lui-même, Juan de Pareja, et on voit très bien la qualité de son travail et combien il a pu être reconnu, puisque le roi lui-même aurait dit qu'une personne qui peint si bien ne peut pas être esclave, ne peut pas faire partir de ce monde des rejetés. J'allais justement vous interroger sur les auto-représentations éventuelles que vous aviez trouvées. Est-ce qu'elles sont exclusivement de l'autre depuis l'extérieur ou est-ce qu'il y a des représentations de soi, des discours de soi à cette époque-là et quelle forme ça prend si ça existe? Alors, dire que concrètement, il y a des discours de soi, c'est plus difficile. Il y a des textes qui disent qu'ils parlent de personnages, qui les mettent en valeur. Par contre, pour la peinture, je vais vous citer les représentations, en tout cas le travail pour se faire reconnaître de ces personnages. Vous savez, je suis dans une période 15e, 18e où le soi ne fait qu'émerger. Donc, c'est difficile de dire que le soi nègre va émerger plus que les autres. Bien sûr, tout à fait. Et alors, vous avez beaucoup parlé de Claude Esteban. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont joué un rôle important, que ce soit sur le plan universitaire ou sur le plan personnel, que vous aimeriez évoquer, en tout cas vous rappeler aujourd'hui avec nous? Euh, pour ce qui est de ma formation, évidemment, on est très marqué par les classes préparatoires et avant même d'aller dans une classe préparatoire dédiée à l'espagnol, je dirais avant d'être en Cagne, je me souviendrai toujours d'un enseignant de lettres modernes qui m'a appris quelque chose qui me semble très 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 important. Euh, Quand on est tout jeune, qu'on arrive, moi je vous dis, j'arrivais de la Martinique, j'avais 16 ans, je connaissais rien du tout à la France hexagonale. Ce monsieur m'a ouvert les yeux et parce qu'il a dit un jour, il nous a dit comme ça, mais c'est pas parce que c'est écrit dans les livres que c'est vrai. C'est pas par exemple parce que c'est Bergson qui l'a écrit. Je me souviens d'un texte sur le rire de Bergson. Je vous parle du rire parce que par rapport à l'homme noir et la représentation qu'on peut avoir de l'homme noir, qu'on va enfermer dans des représentations justement pour faire rire, que ce soit pour faire rire du point de vue vestimentaire ou pour faire rire dans le langage qu'on va lui attribuer. Il nous a dit mais c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Et cette phrase, elle m'est toujours restée. Et elle m'a aidée comme fil conducteur pour réfléchir. Donc ça, c'est oui, oui, voilà, voici quelqu'un dont, je, dont je peux parler. Et sinon, autre chose qui m'a marqué, Vous pouvez donner son nom à cet enseignant de classe préparatoire? je suis en train de chercher son nom. Je revois très bien son visage. J'avais son nom il y a une seconde, mais là, Ça reviendra, euh, ça reviendra. ça me revient pas. Je sais, dommage, je voudrais lui rendre hommage, je voudrais donner son nom. J'espère que ça. Il a un nom. Je sais que certains tournaient en dérision parce qu'en mais en français de France, pas en français de Martinique, pour moi, ça n'avait pas de sens. Ça voulait dire. Ah oui, voilà, excusez-moi, c'est pour ça que j'avais ce lapsus. Il s'appelait Monsieur Gerbert Oui, et les camarades de classe l'appelaient Monsieur Gerbet. bien sûr. Mais pour moi qui venais de Martinique, gerber, ça n'avait pas de sens. Parce que vous savez, la façon de parler n'était pas la même. Elle est peut-être un peu plus maintenant avec le développement d'Internet, la télévision et tout ça, mais c'était pas comme ça. Et je ne comprenais pas pourquoi mes camarades l'appelaient Monsieur Gerbet, ce qui n'était pas du tout gentil. Je l'ai compris par la suite, quand j'ai compris que certaines maladies pouvaient exister et vous donner ce résultat-là. Mais Oui, c'était une personne qui nous faisait réfléchir. Et je pense qu'il est important de rencontrer des personnes qui font réfléchir. oui, des enseignants en Et particulier. vraiment. Et sinon, je voulais vous dire plus que d'une personne ensuite. Je dirais que c'est mon expérience en Guyane. Et je ne vous ai pas dit que je me suis retrouvée en Guyane. En fait, quand j'ai passé mon agrégation, j'ai voulu retourner à la Martinique, chez moi. Je souhaitais rentrer chez moi. Et à l'époque, c'était l'Académie anti-Guyane. Il n'y avait pas de peu de postes, pas de postes en Martinique pour les jeunes qui rentraient.
Je pensais me retrouver peut-être en Guadeloupe. Je me disais, c'est pas trop loin, je serais pas trop loin de ma famille. Ou voilà. Mais non, ça n'a pas été le cas. Donc, comme je dirais, comme dans l'Hexagone, ou quand vous démarrez, on vous envoie dans le Nord, hein, parfois dans les terrils. Et bien là, je me suis retrouvée en Guyane. Alors pour moi, martiniquaise, la Guyane, c'était quand même le bagne. Et je me souviens très bien, en plus, je me suis retrouvée dans un tout petit village de ce qu'on appelle en Guyane l'Ouest guyanais, en fait, sur la carte c'est le Nord, hein. Donc plus près de la frontière avec le Suriname, la Guyane hollandaise, si vous voulez, Oui. l'ex-Guyane hollandaise. Donc une zone avec beaucoup d'immigration, surtout clandestine, une zone de rencontre de culture, mais pas du tout à la façon martiniquaise avec des rencontres qui ont déjà été digérées et des métissages déjà acceptés, des rencontres de culture assez frontales. Et je me suis retrouvée dans un petit village donc de cet ouest guyanais qui s'appelle Mana, que certains connaissent parce qu'on en parle lorsqu'on montre les magnifiques tortulutes qui traversent l'Atlantique et qui viennent pondre leurs œufs, mais cette très belle plage où ils sont ne sont qu'à 20 km. Donc Mana est un tout petit village où, comme m'avait dit mon père, tu imagines le village des Anzarés en Martinique, mais sans la mer. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était rien, il n'y avait rien. Un tout petit village sans rien. Mais en fait, un tout petit village où il y avait beaucoup, où mon expérience d'enseignante a été formidable. Parce que là, vous vous retrouvez dans un lieu où, quand je me souviendrai toujours, c'est une dame, la chef d'établissement, Madame Perrault, Flore Perrault, nous a dit, alors là, c'est l'école, n'oubliez pas que c'est l'école de la République, que l'école de la République, la première chose, c'est d'apprendre aux gens à être ensemble. Mais être ensemble, c'est leur apprendre à s'asseoir ensemble à côté dans la même classe. Donc au début, vous ne comprenez pas trop, et finalement, vous vous rendez compte qu'il y a différentes ethnies. Vous avez des Saramacas, des Paramacas, des Djukas, dans ce qu'on appellerait des Bushinangais, des Noirs du fleuve, des descendants des Cimarrones, si vous voulez, des descendants d'esclaves ayant fui les plantations et qui ont appris à vivre comme les Amérindiens. Et donc voilà. Vous avez les Amérindiens, déjà, bon, et vous avez déjà les Amérindiens entre eux, femmes et hommes, dont garçons et filles ne s'asseyent pas, ou très difficilement côte à côte dans la classe. Et vous avez quelques créoles qui, eux, à la rigueur, acceptent de s'asseoir à côté des quelques métropolitains qu'il peut y avoir dans la classe. Et vous avez les Hmongs, les descendants enfin, de ces Hmongs qui sont arrivés de la frontière, entre la frontière de la Thaïlande et du Laos. Et tout ça dans la même classe, aucun qui ne parle au départ la même langue, la plupart dont les parents sont analphabètes. Et vous voyez à quoi sert l'école. Sachant qu'une fois qu'ils ont quitté votre classe, ils reparlent toutes les langues dans la cour de récréation. L'avantage pour moi, c'est que moi, je parlais créole. À cette époque-là, en Guyane, le créole était encore, je dirais, la langue de jonction entre ces différents groupes ethniques. Et c'était difficile, en effet, de les faire s'asseoir ensemble, de les faire se respecter. Mais en tout cas, en tant qu'enseignante d'espagnol, c'était magnifique parce que c'était partir de zéro, avec des gens qui ne parlaient pas la même langue. Ils étaient tous au même niveau. Et recommencer une nouvelle langue avec eux, c'était formidable. Et c'était surtout formidable d'être avec des Amérindiens qui, dans leur propre langue, avaient des mots d'espagnol. Je me souvenir, c'est-à-dire ce qu'était entre camisette et pantalonnet, c'était comme inversé, mais bon, on voyait la marque, cette empreinte qui était restée de l'histoire. Et je vous raconte tout ça parce que ça va vous faire le lien avec le livre de Nathan Vachtel. Je me retrouvais avec la chef d'établissement m'avait dit, mais si vous voulez, il n'y avait pas de livre, vous pouvez acheter un livre. J'avais choisi un livre que je trouvais très bien au départ, et puis finalement, quand j'ai eu à l'utiliser, j'étais très mal à l'aise dans la salle de classe, parce que ce livre, comme beaucoup, me montrait des petits Noirs d'Amérique ou des petits Amérindiens d'Amérique du Sud, présentés dans une vision assez misérabiliste, et ils étaient dans ma classe. Ils Oui. étaient dans ma classe, c'était mes élèves. C'était mes super élèves, super sympathiques, très intelligents, qui vivaient dans des conditions très difficiles, mais qui étaient vraiment extrêmement intelligents et qui étaient porteurs de tant de choses. Et en fait, je ne pouvais pas utiliser ces documents avec eux. Donc j'étais vraiment obligée, voyez-vous, à ce décentrement, à quitter complètement cet eurocentrisme. Et ça m'a beaucoup aidé pour ma recherche. Mis à part que je me trouvais en Guyane, je me trouvais en Guyane en 1995, à une époque où il n'y avait pas Internet. J'avais fait l'acquisition de fax, mais ça ne pouvait pas tout résoudre. Et je me suis dit, comment voulez-vous que je communique avec mon directeur de thèse? J'étais arrivée pour faire ma thèse, hein, tout en découvrant ce monde de l'enseignement. Et je me suis dit, mais si je reste en Guyane, je ne finirai jamais ma thèse, car je n'aurai pas les moyens de travailler. Alors, Et en même temps, ça m'a permis de réfléchir sur
sur la rupture avec l'eurocentrisme. Et j'imagine que vous, avec l'espagnol, vous les ameniez quand même dans un terrain, sur un territoire, sans utiliser les manuels scolaires justement pour ne pas créer de problème. Vous les ameniez en terrain neutre d'un point de vue linguistique, que du coup Ah, vous. c'était super, parce qu'ils étaient vraiment tous au même niveau. Autant je voyais une de mes collègues de lettres, la pauvre, qui avait beaucoup d'enfants, qui n'avaient jamais été scolarisés auparavant, qui arrivaient directement du Suriname en ayant des gens 14 ans ou 15 ans, qui avaient déjà à charge de famille souvent, et qui ne parlaient pas vraiment français. Et elle était avec eux le nez, la bouche, et elle devait leur faire du français alors que, comme moi, elle venait de passer son concours et elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Mais moi, je me retrouvais à démarrer complètement, et c'était fabuleux. C'était vraiment fabuleux. Alors, j'allais vous parler des difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours de thèse. Donc, on en a déjà une première. Vous avez un fax et puis votre stylo et votre papier. Donc là, déjà, accès aux sources, communication avec l'extérieur. Mais quelles ont été les autres difficultés que vous avez rencontrées? J'avais eu la chance, comme je vous ai dit, en tant que lectrice, d'avoir pu récupérer de la documentation en direct. Donc j'ai pu travailler par rapport à ce que j'avais trouvé dans certains musées. Il me fallait en effet après découvrir plus de choses pour l'Amérique. Donc là, j'ai essayé de faire d'autres voyages vers l'Amérique. Mais comme vous l'avez dit, pour la documentation, c'était vraiment difficile. J'ai dû solliciter des amis Mm. quand j'ai trouvé certains ouvrages pour qu'ils puissent me chercher les ouvrages. J'ai beaucoup sollicité des amis, la famille, et je les remercie beaucoup. Donc voilà. Alors évidemment, l'autre difficulté, c'était de pouvoir échanger concrètement avec mon directeur. On le faisait par courrier, mais vous savez bien, quand on a une idée et qu'on reçoit le courrier 15 jours après, c'est pas pareil, hein, surtout que je dis 15 jours après, des fois avec la Guyane, c'était 3 semaines après. Mais bon, nous avions de la patience, monsieur Esteban et moi-même. Et moi, j'avais beaucoup, je dirais, euh, j'étais pas tout à fait consciente peut-être de ce que j'étais en train de faire pour ma thèse. En tous les cas, peut-être que ça va devancer votre question, je me suis dit, je ne peux pas rester en Guyane. Pourtant, j'étais très heureuse dans mon expérience professionnelle, vous l'avez compris, ça m'a aidé à mûrir beaucoup sur ma réflexion scientifique. Cette dimension pédagogique m'a beaucoup aidée pour la réflexion scientifique. Mais j'étais encore très jeune dans ma tête, mais malgré ça, je me suis dit, il faut que je quitte la Guyane. Et donc, j'ai cherché comment quitter la Guyane, mais je ne voulais pas retourner, excusez-moi, dans la France hexagonale. Je cherchais toujours à rentrer en Martinique. Et je me suis souvenu que mon frère avait un camarade dont le père travaillait à l'université des Antilles-Guyane. Et j'ai lui demandé, il a trouvé l'adresse de ce camarade, et j'ai écrit au père de ce camarade, qui m'a permis ensuite d'avoir l'adresse, qui m'a dit que je pouvais écrire, donc je n'avais pas pensé, je suis bête, directement au directeur d'espagnol, du département d'espagnol à l'université des Antilles-Guyane, ce que j'ai fait. Et très naïvement, hein, je lui ai écrit, je dis voilà, je suis là, je prépare une thèse, j'ai l'agrégation, et je cherche, je cherche un poste. Est-ce que vous n'auriez pas quelque chose à l'université des Antilles-Guyane? J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il m'a répondu, premièrement. Ensuite, il m'a dit votre profil nous intéresse beaucoup, on aurait besoin de quelqu'un sur le siècle d'or. Et, et puis au final, quelques mois après, il m'a réécrit en me disant il y aura un poste d'ATER, si vous voulez candidater, n'hésitez pas à candidater. Je l'ai fait, j'ai été retenue. Et comme ça, je suis retournée en Martinique et je me suis retrouvée dans une ambiance universitaire, ce qui fait que après, quand même, c'était quand même plus facile d'avoir une bibliothèque à côté, de pouvoir avoir le prêt Bibliothèque et de pouvoir finir ma thèse. Sinon, je pense que j'aurais pas pris 3 ans pour la faire et peut-être que je n'aurais pas fini. Sait-on jamais. Et alors tout à l'heure, je vous ai bien entendu, vous avez dit ça n'était pas simple de faire le pont ou la jonction entre l'Espagne et l'Amérique, puisque les représentations étaient, si ce n'est différentes, du moins avaient d'autres intentions derrière, et on comprend bien. Donc comment est-ce que vous vous êtes débrouillé pour votre plan? Alors là, je ne vous demande pas de me donner votre plan, hein, mais je suis curieuse de savoir comment vous avez fait pour ne pas dire en Espagne ceci, en Amérique cela, comment vous avez un peu envisagé de faire la jonction de manière non artificielle. Je pense que cet exercice reste toujours un petit peu artificiel, hein. Mais Pas trop artificielle. voilà, pas trop artificiel. J'avais quand même l'Espagne et l'Amérique, hein, mais en fait, si vous voulez, je passais, si je prends le cas, voyez-vous, du rhumage, en montrant
j'avais fait des grands tableaux d'analyse véritablement très détaillés, hein, pour voir dans chaque type de tableau comment était représenté le noir, est-ce que c'était des jeunes, des vieux, quels sont les éléments vestimentaires, parce que vous savez, ne serait-ce que du point de vue, je dirais, iconographique, c'est un délice, je dirais, pour le peintre de représenter un noir après en mettant des vêtements de couleurs très vives, des choses comme ça permet des jeux très intéressants du point de vue iconographique. Donc, en étudiant, si vous voulez, par exemple ce personnage du roi mage, vous voyez bien, eh bien qu'il est beaucoup moins utilisé en Amérique. Donc, en travaillant, si vous voulez, d'abord les deux espaces et après en les mettant un petit peu en synergie, ça me permettait, toujours en me posant la question très simple, hein, de ressemblance, différence, d'arriver à montrer les différences iconographiques et les différences sans doute d'intentionnalité par rapport à ces représentations iconographiques qui finalement ne sont pas tout à fait les mêmes entre l'Espagne et l'Amérique. Non, non, donc non, j'ai pas trouvé ça artificiel. En tout cas, c'est pas ce reproche qui m'a été fait le jour de ma soutenance, pas du tout. Donc, c'est que vous avez levé cet écueil sans difficulté. Ah, il y en a eu d'autres, hein. Mais celui-là, Et, semble-t-il, est et passé. comme vous avez évoqué tout à l'heure le post-colonial, le décolonial, j'imagine que vous continuez à travailler, enfin, vous travaillez aussi sur l'époque contemporaine. Et alors là, est-ce qu'il y a justement depuis l'impact que ces théories ou ces pensées ont sur le monde intellectuel, le monde artistique, est-ce que vous voyez quand même de vrais dépassements des stéréotypes, des clichés, ou est-ce que finalement c'est jamais qu'une reconduction sous une autre forme? J'essaie de Alors, expliquer ma question, mais je veux dire, qu'est-ce que à ça donne l'époque, concrètement dans les représentations, au-delà des discours, au-delà des théories, dans les représentations, qu'est-ce que ça donne? alors déjà, je l'ai dit, mais je le redis, à l'époque, je ne savais pas consciemment que j'étais dans une démarche postcoloniale, décoloniale. Oui, J'y étais, mais je ne mettais pas un nom sur ça. oui, c'est Voyez-vous, si une je intuition. réécrire ma thèse maintenant, évidemment, je la réécrirais euh, d'une autre façon du point de vue théorique, même si je disais ça, mais je ne mettais pas les mots dessus. Oui, D'accord. C'était en 97, hein, vous voyez. Bon. Donc, ensuite, concrètement, dans ce que j'ai pu trouver au moment où je faisais ma thèse, il y avait quelques cas, de rares cas, où on sentait qu'il y avait véritablement une autre approche. Une oui, approche qu'on aurait pu qualifier à l'heure actuelle de postcoloniale ou de décoloniale. Parce qu'il y a toujours des pionniers, hein, vous savez, des gens qui ont un autre regard. Mais de façon globale, la démarche des représentations était quand même souvent quand même une démarche qui montrait bien qu'il y avait, surtout en Amérique, hein, une hiérarchie et que chacun devait rester à sa place et qu'on ne souhaitait pas faire changer le monde. Hein. Quand vous avez les représentations des razas et castas, vous voyez bien que tout est fait pour bien vous montrer que la dimension pigmentocratique, que le phénotype d'avance vous insère et vous bloque dans certains éléments de ce monde colonial. bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, je vais vous amener à la soutenance, puisque un jour arrive la soutenance. Oui, Et, et oui, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? ouh là là. Alors, ça avait été une grande discussion hein, avec mon directeur, mais une discussion pour laquelle il m'avait demandé donc, qui je souhaitais voir présent. J'avais demandé à ce que monsieur Pierre Civil soit présent pour tout son travail sur les représentations, hein, sur l'image. Euh, C'était encore le jeune Pierre Civil. Euh, J'avais demandé également, parce qu'il y avait un livre que j'avais beaucoup aimé, qui était sur l'Amérique, donc de la présence de Thomas Gomez. Et j'avais pu avoir également la présence de Thomas Gomez. J'aurais bien voulu avoir la présence, mais ça n'avait pas été possible, de Jean-Pierre Tardieu, qui faisait des travaux, comme vous le savez également, sur les hommes noirs on va dire dans toute la partie andine, hein, notamment, hein, évidemment notamment. Il a fait beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et ensuite, mon directeur m'avait expliqué, et j'avais été très surprise hein, d'avoir collègue, simplement parce que moi je pensais avoir d'autres personnes, il m'avait dit, mais il faut absolument qu'il y ait quelqu'un d'autre
de Paris 4. Au départ, j'espérais avoir Monsieur Duviols, mais ça n'avait pas été possible, hein, qui travaillait aussi sur l'image. En plus, je le connaissais, mais je ne sais plus pourquoi ça n'avait pas été possible. Et donc, il y avait eu une enseignante de Paris 4. Vous voyez, j'ai des problèmes avec les noms, hein, je vous prie de m'excuser, je n'étais pas en très grande forme l'année dernière et j'ai parfois des absences sur les noms. Anne-Marie, qui était d'ailleurs la directrice, je devrais m'en souvenir, qui était la présidente, pardon, de Molinier? mon... Madame Molinier, voilà, merci. Madame Molinier. Et donc, ça avait été Madame Molinier qui avait été donc la présidente, puisqu'il fallait, il m'avait dit absolument quelqu'un de Paris 4. Oui. Voilà. Et alors, Donc, quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée? vous savez, c'est le genre de journée qu'on essaye d'oublier. Comment vous dire, très contente d'y aller, en fait, pour vous dire, très contente d'y aller. Ça va être d'ailleurs compliqué, on reparlera de ça si vous voulez après, pour arriver et pour être présente pour ma thèse. Ça va vous surprendre, hein, mais venir de Martinique et être présente, ça avait été difficile. C'était décembre, il faisait froid, alors ça va vous faire sourire, mais pour moi c'est très important. Il faisait froid. J'étais contente parce que j'avais un ami de mon père qui pouvait être présent, que j'aimais beaucoup, qui était le professeur Goubert, Pierre Goubert, très connu pour ses travaux sur le XVIIe siècle français, qui avait pu venir. Donc j'étais contente qu'il soit là dans la salle. C'était pour moi un petit soutien, si vous voulez, parce qu'évidemment, il n'y avait pas grand monde de Martinique qui avait pu venir, hein. Donc ma salle était assez vide, je dirais, côté partisan. Et de l'autre côté, pour ce qui est du jury, j'arrivais complètement novice, hein, complètement novice. J'avais très peu pu revoir Monsieur Esteban avant. Il était assez malade déjà à ce moment-là. Il avait de gros problèmes de vue pour ses yeux, donc je voulais pas trop l'embêter non plus. Euh, et ma thèse, bon, ben, j'avais préparé, vous savez, on prépare son petit texte. Ma grosse surprise, c'est que j'avais commencé mon texte en disant que j'étais martiniquaise pour essayer d'expliquer pourquoi j'avais choisi ce sujet et que un des membres du jury, je ne dirais pas qui, commence tout de suite son discours après ces questions en me disant mais alors quel est le lien, pourquoi vous avez choisi et qui n'avait pas entendu, alors peut-être que je n'avais pas parlé assez fort, que j'étais originaire de la Martinique et que donc je pouvais m'intéresser au noir parce que ça surprenait quand même beaucoup. En tout cas, ça avait surpris beaucoup, hein, que je m'intéresse au noir. Pourquoi moi, qui a priori n'avais pas un phénotype visiblement négroïde, je m'intéressais au noir. J'avais un petit peu ce ressenti-là quand j'étais là pour ma thèse. Euh, Comme s'il fallait absolument, vous voyez, hein, il y a quand même des stéréotypes de pensée. Ah bah oui. Ensuite, et pourtant je dirais, vous savez, je suis afro-descendante, même si ça ne se voit pas beaucoup, mais je ne crois pas qu'on ait besoin d'être afro-descendant pour s'intéresser à différentes thématiques. Mais bon, voilà, Et c'est comme je ça. crois surtout qu'on n'a pas besoin de dire qu'on l'est pour justifier qu'on s'intéresse. Voilà, vous voyez, il y a ça, bon, je suis habituée à ce genre d'incompréhension, mais c'est vrai que le jour de sa thèse, on s'attend peut-être pas à ça. Bien sûr. Ensuite, bon, j'ai répondu comme j'ai pu aux questions. J'avais l'impression que j'arrivais à répondre, mais j'étais consciente hein, que ma thèse n'était peut-être pas complètement parfaite, comme dans toute thèse. Hein, il y a des choses qui ont plu, il y a des choses qui ont moins plu. Je pense qu'ils ont été quand même très gentils avec moi, parce que je me rends compte que quand on fait une thèse en 3 ans, dans les conditions dans lesquelles je l'ai fait, ma thèse n'était quand même pas... Enfin, bon, je pense que c'est sûr que je ferai autre chose maintenant. Euh, Ce dont je me souviens, honnêtement, c'est pas trop pendant la thèse. Ça va vous surprendre, hein. Mais bon, je dirais, c'était comme un combat. On y va, on répond, on répond. Et puis ça se termine. Euh, Ce dont je sais qu'ils avaient apprécié mon travail iconographique, ça je m'en souviens beaucoup. Euh, ils avaient apprécié la précision de mon travail iconographique, je dirais mon détaillisme, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, sur mon travail iconographique. Ils avaient beaucoup apprécié. J'avais fait, si vous voulez, 3 volumes dans ma thèse. Il y avait un volume donc, sur le corps du texte. Il y avait un volume aussi épais pratiquement sur les représentations, sur les images, sur toutes les images que j'avais pu trouver de ces représentations de l'homme noir, hein. Et ça a été très difficile hein, à l'époque. Il n'y avait pas les scans comme on a maintenant. Vous savez, même le téléphone qui fait des photos. Donc c'est vrai que ça avait été un énorme travail pour moi pour arriver à faire ce livre d'images.
et avec toutes les références, toutes les explications. Et il y avait un troisième volume beaucoup plus restreint, avec des choix de textes, puisque comme il y avait des comparaisons entre des textes et des images, j'avais quand même mis des choix de textes, pas des textes complets, mais des extraits de textes qui me semblaient très importants et représentatifs pour comparer ces visions différentes, ces regards différents entre texte et images. Et là, par contre, je n'avais pas eu beaucoup de temps pour pouvoir ajouter énormément de notes sur ce livret, sur les textes, parce que moi, j'avais considéré qu'étant donné que je faisais sans cesse référence Bien à sûr. ces textes dans le corps de mon travail, je n'avais pas pris la peine de remettre des notes. Et ils auraient voulu, les membres de mon jury, que j'ajoute des notes dans ce livret. Et là, honnêtement, je n'avais pas fait ça. Voilà. Voilà ce dont je me souviens, si vous voulez, comme élément, je ne sais pas si ce sont des éléments clés, mais comme élément porteur. Alors par contre, je me souviens d'une gaffe que j'ai faite à la fin de mon, enfin vraiment à la fin de ma présentation, parce que vous parlez des personnes qui vous marquent, et j'ai eu la chance d'avoir une collègue médiéviste en Martinique. Nous étions donc deux, une séglodoriste et une médiéviste complètement perdues parmi les américanistes qui se trouvaient en Martinique. Et bon, je la découvrais, hein, puisque je venais d'arriver comme ATER, et elle m'avait bien dit, fais attention, n'oublie pas le pot de thèse. Je Et ben vois, moi, je vois de pensé, qui vous parlez. voilà, oui, très bien. Et donc, j'avais pensé donc au pot de thèse, très bien. Seulement, je ne savais pas quand est-ce qu'il fallait l'annoncer. Et Ah, donc, dès que c'était terminé, je me suis précipitée et je leur ai dit, voilà, j'ai le plaisir de vous inviter à venir au bar, vous voyez, qui se trouve à côté, à venir prendre le pot. Et ils m'ont dit, mais mademoiselle, nous n'avons pas encore fini, nous ne vous avons même pas encore donné le titre de docteur. Vous imaginez. Donc, je ne savais plus où me mettre. Mais alors, ils sont partis, ils sont allés délibérer, puis ils sont revenus. Et puis ensuite, on a pris le pot de thèse. ça a dû bien les amuser. Alors, comme j'aime beaucoup les détails et les anecdotes, on va revenir en arrière à il avait été. Alors, je retiens trois choses qu'il faudra me raconter. Un, vous avez dit qu'il avait été difficile d'arriver en France, enfin en métropole. Moi, j'ai le réflexe corse, j'allais dire sur le continent, mais vous dites pas sur le continent, vous dites en métropole. Non, à l'époque, on disait la métropole et maintenant, on dira l'hexagone. L'Hexagone, voilà. Après, Les découvertes sont passées par là. voilà, l'Hexagone. Après, nous, on dit en Corse, on dit toujours le continent. Après, vous me direz, vous avez eu très très froid. Le Ça, continent, c'est géographique. La métropole, vous voyez bien ce que ça sous-tend comme. évidemment, évidemment, Voilà. évidemment. Et troisièmement, j'ai bien entendu aussi, vous m'avez dit que si c'était à refaire, vous ne feriez pas de la même manière votre thèse. Donc, commençons par les difficultés pour arriver dans l'Hexagone. Alors, il faut que je vous explique. C'est très personnel, mais je ne sais pas si ça va intéresser les personnes qui regarderont cette vidéo. Mais bon. J'ai fait deux choses que d'habitude, il ne faut peut-être pas faire en même temps. Et je me suis mariée et j'ai préparé ma thèse et j'ai fini ma thèse la même semaine. Hmm. Voilà, bon, c'est les hasards de la vie. À part qu'entre-temps, ça m'a fait perdre 5 kilos parce que finir sa thèse et finir à distance alors que mon futur mari se trouvait au Havre, je me trouvais toute seule à préparer un mariage, même si ce n'est pas un grand mariage, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose de très simple, ça demande quand même beaucoup. Donc, je me suis retrouvée en ayant perdu 5 kilos pour finir cette thèse et à finir d'organiser tout ça. Et il y a eu un changement dans la date pour ma thèse qui devait se tenir plutôt début décembre et qui finalement s'est tenue donc fin décembre, à la même semaine que la date de mon mariage. Et là, jusqu'ici, pas difficile, hein, les avions, ça existe. À la différence près qu'aux Antilles, prendre l'avion en décembre peut s'avérer difficile, surtout en 1997, parce qu'il n'y avait pas autant de compagnies que maintenant. Parce que les gens réservent leurs billets pour venir pour les vacances de Noël longtemps à l'avance, les étudiants qui rentrent de l'Hexagone longtemps à l'avance. Et il se trouvait que je pouvais partir, mais je ne pouvais pas revenir. C'est-à-dire que je pouvais partir aller soutenir ma thèse, mais je ne pouvais pas revenir et être là à la date pour mon propre mariage. Mhm. Vous voyez. Donc, je me suis retrouvée à chercher désespérément un billet d'avion et je me suis retrouvée dans une agence où là, je suis tombée sur un jeune homme charmant. Et j'étais presque en pleurs devant lui. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte, il faut que je choisisse entre ma thèse et mon mariage. Que faire? Il m'a dit, mademoiselle, ne vous inquiétez pas, je vais trouver. Donnez-moi 2 jours, je vais vous trouver un billet.
Alors, je ne sais pas comment il a fait. Je pense qu'il a téléphoné à je ne sais pas combien de personnes pour leur dire qu'il fallait qu'il change. Est-ce qu'il y a des personnes qui voulaient partir un autre jour ou autre chose? Mais au bout de 2 jours, il m'a téléphoné, il m'a trouvé une place. Et, Voilà. et donc, vous avez réussi à accéder à votre Sorbonne pour soutenir votre thèse. Alors, le froid. Vous savez, le froid, c'est quelque chose, hein. Alors, il y a le froid des gens et il y a le froid de la température, hein. Il y a tout ça aussi quand on arrive à Paris. Mais je connaissais heureusement déjà la Sorbonne, j'y avais été. euh, mais c'est vrai, quand vous êtes, ça va vous faire sourire, hein, mais quand vous êtes dans ces grands amphis magnifiques de la Sorbonne, très beaux, il fait un froid de canard. Et quand vous n'avez pas l'habitude, et même si vous couvrez, personnellement, quand je commence à avoir froid, eh bien, j'ai du mal à parler, je ne suis pas à l'aise pour m'exprimer, tout simplement. C'est ça, tout simplement, hein, le froid. Et alors là, qu'est-ce que vous, un élément, parce que là, je ne vous demande pas de refaire le jury de thèse et de votre thèse, mais est-ce qu'il y a vraiment un élément clé de votre travail que vous reprendriez aujourd'hui depuis la maturité, la perspective, les lectures rétrospectives que vous avez faites, etc. Oui, comme je vous le disais, je serais beaucoup plus dans cet axe postcolonial, décolonial, pour mieux montrer comment toutes ces images ont formaté un regard qui a fait perdurer les dominations. D'accord. Donc c'est sur la théorie, vous auriez un soubassement théorique plus étendu. Très haut, très haute. D'accord. Alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que vous êtes aujourd'hui ont été influencées, continuent d'être influencées, façonnées par ce travail de thèse? Alors, vous dites l'enseignante et la chercheuse que je suis. Je vous Oui. dis très franchement, quand j'ai commencé ma thèse, je ne savais pas que je allais travailler à l'université. Ce n'était pas dans mon projet. J'ai fait une thèse parce que j'avais envie de faire une thèse, ça me plaisait. Mm. Ça... J'ai fait une thèse parce que j'avais envie de travailler sur ce sujet. J'ai fait une thèse parce que j'avais envie que ce soit ce directeur, alors qu'on m'avait dit, il est professeur émérite, il ne faut pas prendre quelqu'un qui est déjà à la fin de sa carrière parce que ça ne t'aidera pas par la suite. Non, je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Donc, je suis obligée de vous dire ça au départ, pour être honnête, hein. Bien sûr. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, ce travail continue à avoir des échos dans votre recherche. Alors, pas simplement d'un point de vue thématique, mais de ce que vous avez pu apprendre, parce qu'on sait très bien on est façonné nous-mêmes en tant que personne, en tant que chercheur, au travers de ce parcours de la thèse. C'est un peu un rite initiatique où on passe d'une personne à une autre personne, on apprend à faire des choses, on apprend des savoirs. Et donc, est-ce qu'il en reste quelque chose dans la chercheuse que vous êtes aujourd'hui et dans l'enseignante que vous êtes aujourd'hui? Oui, je pense que c'est indéniable, hein. On ne peut pas passer 3 années de sa vie qui sont difficiles, hein, parce Oui. que faire une thèse, c'est difficile, même si on choisit son sujet et même si on aime ce que l'on fait, sans que ça laisse des traces. Déjà, on apprend tout simplement à être un chercheur. C'est un rite de passage, hein, vous l'avez dit. C'est pas juste le jour J où on est devant ses collègues, où on vous dit bon ben vous êtes docteur, voilà très bien, félicitations, ok d'accord. Non, pour moi c'est pas ça. C'est euh, se dire je suis capable d'arriver jusqu'au bout. Je suis capable d'avoir posé ma problématique et d'être arrivé à démontrer quelque chose, et ça donne, je pense, une confiance en soi qui permet ensuite de faire des articles, évidemment, hein, des thèses en résumé, si vous voulez, d'arriver à faire tout ça plus rapidement, mais déjà d'avoir cette assurance nécessaire de se dire qu'on peut le faire, qu'on peut le finir. Ensuite, c'est pas anodin, hein, c'est certain le choix d'un sujet de thèse. Comme je vous disais, j'ai choisi depuis le départ d'être ancré sur 2 espaces, à cheval entre l'Europe et l'Amérique, et j'ai toujours continué euh, à faire la même chose. J'ai travaillé, évidemment, je ne suis pas restée que sur l'homme noir. Ensuite, je viendrai, le terme, je n'aime pas beaucoup, mais bon, je dirais, je suis devenue spécialiste de littérature picaresque, car j'ai continué en fait sur les marges, à travailler sur ces personnages et ces représentations de la marge. Et vous voyez, pour mon HDR, hein, j'ai continué sur les 2 espaces, hein, puisque j'ai travaillé sur la réécriture picaresque entre Espagne et Amérique, hein, en faisant le lien avec les textes fondateurs de l'Espagne et les textes picaresques qu'on peut trouver sur deux, on peut travailler sur 2 pays précisément en Amérique, en Amérique du Sud, mais au XXe siècle. Mais il faut que je vous dise aussi qu'entre-temps, il se passe des choses que vous ne choisissez pas toujours. À l'Université des Antilles-Guyane, où je travaillais alors,
le ministère est arrivé et a dit voilà, bon, maintenant vous allez faire un seul groupe de recherche. Il n'y aura pas un groupe de recherche pour les hispanistes, un groupe pour les lettres modernes, les anglicistes. Non, non, vous faites un seul groupe de recherche, vous vous débrouillez et vous travaillez tous sur la Caraïbe. Donc, vous Ah, voyez, ça a été quand même une obligation de transformation pour beaucoup d'entre nous, surtout médiévistes et séglodoristes. Voilà, donc on apprend à travailler différemment et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé sur ma thèse déjà sur 2 espaces, alors que mon université m'avait recruté plutôt pour travailler sur l'Espagne péninsulaire, ça m'a beaucoup aidé, je dirais, pour arriver à continuer ma recherche comme ça, à la fois entre Espagne et Amérique. alors, est-ce que vous faites partie des gens, alors vous avez dit tout à l'heure que vous vous êtes inspiré de votre thèse pour faire des articles, mais est-ce que Oui. vous l'avez relue? Non, pas vraiment, non, vraiment. Honnêtement, non. Oui, Non. c'est... C'est Alors, fermé, c'est là, et non. alors là, je vais vous poser la question difficile pour savoir quel statut elle a dans votre tête, dans votre cœur. Où est-elle chez vous? Est-ce qu'elle est au fin fond d'une cave ou est-ce elle trône dans votre bibliothèque? Euh, Alors, je l'objet- viens de déménager, donc, mais je vais vous refaire la réponse en 2 parties. Non, elle ne trônait pas avant mon déménagement, lorsque j'étais en Martinique, jusqu'il y a quelques mois. Elle ne trônait pas dans mon salon. C'est vrai que vous me posez une question, j'avais une étagère sur laquelle je mets toutes mes publications, tous mes articles, tous les livres auxquels j'ai pu produire, etc. Elle n'était pas avec eux. Ah, ah. Elle n'était pas avec eux, non. Mais elle n'était pas dans une malle, non. Mais elle n'était pas, c'est vrai. Je l'ai fini, j'ai fini avec ça, comme on dit. Et je sais pas que je suis passée à autre chose. Elle m'a servi de socle de départ. Mais une fois que j'ai eu fini, j'avais pas envie de rester comme ça avec elle, non. Maintenant, honnêtement, j'ai pas fini mon déménagement et elle n'est pas encore rangée, mais comme le reste de mes affaires. Mais maintenant que vous me posez la question, je vais réfléchir à où est-ce que je vais la poser. En tout cas, elle a fait le voyage avec vous. Ah oui, assurément. Elle a fait le voyage avec moi et je l'ai très symboliquement mise, ce qui n'était pas le cas au départ, à côté de mon HDR, dans le même carton que mon HDR. Bon, bah, il y a déjà une réconciliation. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les conseils que vous donnez à de jeunes doctorants? De faire une thèse déjà, d'avoir envie de faire une thèse, de ne pas rater ça. Parce que certains ils disent non, ça vaut pas la peine, je fais pas ça, c'est pas ça qui va me donner à manger. Oui, je leur dis toujours, il faut gagner, et ça coûte, hein, dit de façon vulgaire. Mais faire une thèse, ça apporte tellement. Même si à un moment, vous avez bien vu, on a du mal à la digérer sa propre thèse. Mais bon, le deuxième conseil, c'est d'avoir, oui, il faut une distance critique. On l'a pas toujours hein, quand on démarre, hein, cette distanciation critique pour pouvoir arriver à produire quelque chose qui soit plus, j'ai envie de dire, tajante, hein, en espagnol, qui va être plus marquant scientifiquement. Parce qu'on dit des choses qui sont très importantes, mais on ne sait pas tout à fait les mettre en valeur comme il faudrait pour que ça reste marquant. Pour que ça reste marquant peut-être pour les autres qui vont suivre derrière. Mais ceux qui sont suivre derrière et qui ont plus l'habitude, ils savent très bien voir ce qui est important de toute façon dans votre thèse. L'autre chose, moi je dirais simplement, il faut se faire plaisir. Si vous avez choisi un sujet que vous aimez, eh bien vous allez arriver jusqu'au bout. Et si vous choisissez de travailler avec une personne avec qui vous vous entendez, vous avez d'autant plus de chances d'arriver jusqu'au bout. C'est vrai, le choix du directeur ou de la directrice est vraiment très, très important. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et nous en faire un commentaire? Non, ah ben non, c'est vrai, puisqu'elle n'est pas, elle est dans les cartons à côté de la HDR. Alors, Je suis vous Je n'en ne l'ai avez pas pas. retrouvé, dans tous mes cartons, mais comme mon déménagement, je suis vraiment en cours et honnêtement, avec mes autres obligations actuelles, je n'ai pas pu. Et vous le rappelez pas vous vous la rappelez pas du tout, comment vous avez attaqué C'est fou, hein, cette chose qui a été la plus importante pendant 3 ans de notre vie. On dormait avec, on mangeait avec, et qui finalement passe au second plan. Mais en même temps, tant mieux, ça permet de faire d'autres choses après. Vous savez, Alors, j'ai choisi de travailler sur l'iconographie parce que j'aime beaucoup ça. Il n'y a pas de hasard non plus, hein, vous savez, ça c'est des choses, je dirais aussi, de l'héritage familial. Et je me souviens par contre très bien de tout ce que j'ai fait pour la mise en valeur de ces visages d'hommes et de femmes noirs que j'ai voulu inscrire sur ma page de garde et j'avais fait des montages, on dirait découpage des montages pour que tous ces noirs soient sur la page de garde.
Ah ben, on est encore plus déçus de ne pas pouvoir la voir alors. Alors, pour finir, j'aimerais bien, à défaut d'avoir votre première phrase et la couverture, que vous nous donniez un conseil de lecture. Est-ce que cet été ou dans les 6 derniers mois, vous avez lu un roman qui vraiment vous a beaucoup plu et que vous avez envie de nous de conseiller de lire? Un roman. J'aime beaucoup, mais si vous préférez que ce soit un essai, Mais disons qu'en ce moment, je suis en train de lire du Emmanuel Lévinas Ah oui? sur l'altérité. Donc Et vous je êtes... ne veux pas être trop didactique, mais non, je ne veux pas donner des livres pour après obliger les personnes à lire. Mais je préfère donner des noms d'auteurs et donner envie de chercher. Et je dirais, je choisis volontairement Emmanuel Lévinas pour faire le lien avec la question précédente. Je pense que s'interroger sur des questions philosophiques, quand je parlais de la distance critique, quand je parlais de la distance, si vous voulez, de la hauteur de pensée, je pense que ce qui peut manquer à un jeune doctorant, c'est ce lien avec la philosophie qui Oui. peut l'aider à réfléchir sur ces sujets. Et donc, moi, avec l'altérité et tout ce travail sur l'altérité, je conseillerais parmi d'autres Emmanuel Lévinas. Alors, on reste avec Lévinas pour terminer. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis bah, je vous rends à peut-être vider un ou deux cartons pour retrouver la thèse. En tout cas, c'est moi qui vous remercie et je dis beaucoup de bonnes choses. Je souhaite beaucoup de bonnes choses à tous les doctorants qui prendront leur courage à deux mains pour regarder cette vidéo et les autres vidéos, hein, parce que vous faites un travail formidable en nous proposant ça. Nous-mêmes, parce que ça nous fait peut-être beaucoup réfléchir sur nous-mêmes et ça aidera, j'espère, de jeunes et moins jeunes doctorants, parce qu'on fait une thèse à n'importe quel âge et ça aussi, il faut se le dire, il n'y a pas de limite, il faut se faire plaisir. Absolument. Je vous remercie. Merci.